Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois dans quelques instants Marie-Ève Bolduc-Robitaille. Elle nous parle de son expérience de vie autour du monde. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène la question « À quel âge devient-on vraiment adulte ?» Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, la neuromodulation. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez Folie douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Je m'entretiens maintenant avec mon invité Marie-Ève Bolduc-Robitaille. Bonjour Marie-Ève, bienvenue à l'émission. Allô, merci de me recevoir. Ben oui, ça me fait plaisir. On va parler de quelque chose d'intéressant parce que c'est assez rare que ça se fait. Tu as décidé à un moment donné d'aller vivre un peu partout autour du monde, de travailler tout en étant un peu partout sur la planète. Ça me faisait penser, avant de préparer l'entrevue, je me disais, il y a beaucoup de gens dans leur vie, souvent ils disent ça, ils disent, il me semble que je lâcherais tout puis j'irais faire un voyage autour du monde, mais toi, tu le fais. Tu l'as fait et tu continues de le faire. J'aimerais ça que d'abord que tu me présentes, tu te présentes. En fait, je pense que tu es une personne qui a travaillé au 911, entre autres, là, puis tu es déjà venu à notre émission. Mais pourrais-tu me présenter un peu qui tu es, en fait, pour le bénéfice des auditeurs? Bien sûr. Quelle belle entrée en matière. Ouais. Ben, mon nom, c'est Marie-Ève. J'étais répartitrice 9-1 pendant 9 ans. J'ai donné ma démission il y a 2 jours pour justement continuer mon rêve de parcourir le monde. J'ai déjà passé à l'émission il y a quelques années parce que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Puis j'étais venue parler de santé mentale sur l'émission. Puis justement, là, c'est ce rêve que j'avais depuis que je suis jeune de parcourir le monde sans avoir de date de retour. Là, avec mon anxiété, la vie quotidienne, j'ai mis ça de côté. Je me disais que c'était juste pour les autres puis que c'était pas fait pour moi. Puis finalement, c'est en faisant un voyage toute seule que j'ai réalisé que Colin, les années passaient, puis la vie allait trop vite, puis que je ne voulais pas regretter ma vie rendue sur mon lit de mort. Oui. Donc, tu y pensais depuis longtemps, ça t'attirait le côté de voir le monde puis de découvrir d'autres peuples, d'autres endroits? Vraiment. Puis tu sais, j'ai une mégaphobie aussi. Là. Je suis métophobe, c'est la phobie du vomi. Puis fait, pour moi, de voyager, changer d'environnement, changer de nourriture et tout, les microbes, ça m'a toujours fait peur. Fait que chaque fois que j'ai voyagé, je me poussais tout le temps. C'était tout le temps un gros défi pour moi. Puis c'est pour ça que je me disais, c'est peut-être pas fait pour moi dans le fond, parce que je suis trop anxieuse, j'ai trop peur d'être malade. Mais finalement, j'étais en relation, puis j'ai juste tout arrêté. J'ai arrêté ma relation. J'ai été mis en arrêt de maladie. Puis c'est là que je me suis assise avec moi-même, puis j'étais comme, OK, là, j'ai un rêve, c'est de faire le tour du monde. Je fais quoi? Fait que là, je me suis mis à penser qu'est-ce que je pourrais faire comme métier, comment je pourrais m'arranger. Fait que là, je me suis renseignée au niveau de mon travail, puis je pouvais prendre une année sabbatique vu que ça faisait longtemps que j'étais là. Fait que j'ai fait la demande, puis ça a été accepté. Donc, j'ai pu prendre une année sabbatique, puis j'ai commencé ma business en gestion de réseaux sociaux. Puis en 2 mois, j'avais assez de clients pour pouvoir partir. Fait qu'en octobre 2023, je suis partie 1 an faire le tour du monde. Oui, rien de moins. Parce que, comme je disais en entrée, tu as sûrement entendu ça, toi, tu es une femme dans la trentaine, dans la jeune trentaine, là, je veux dire, il y a beaucoup de gens, à un moment donné dans leur vie, sont tannés de leur travail, ils sont tannés du stress, de courir tous les jours, tout ça, puis à peu près tout le monde s'est toujours dit ça, j'ai le goût de tout lâcher, puis m'en aller, puis tout vendre, puis la plupart du monde ne le fait pas, tu sais. Mais toi, est-ce que c'était un peu ça aussi? Est-ce que tu étais un peu tanné en même temps? Oui, tu avais le goût de découvrir le monde, mais est-ce que tu avais un peu un roll-ball de tout ce stress-là, puis cette cadence-là qu'on n'arrête pas d'avoir très rapide à chaque jour? Ben oui, puis tu sais, tout le monde autour de moi ont des enfants. Je suis une des rares dans mes amis qui n'ont pas d'enfants. Je les vois toutes courir après leur queue, puis ne pas avoir assez de temps pour eux. Puis moi, j'ai la chance, je vais pas dire ça, mais je suis dans la trentaine, puis j'ai pas d'enfants, donc je peux me le permettre. Je comprends ceux qui sont vraiment écœurés de leur métro, boulot, dodo, enfants,
la routine qui finit jamais puis qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Je comprends le fait que c'est pas aussi simple que de dire je laisse tout puis je pars. Mm-hmm. Absolument, c'est ça. Mais est-ce que après coup, tu as quand même fait une expérience depuis octobre 23, là, est-ce que l'expérience t'a donné, est-ce que ça a répondu à tes besoins? Est-ce que c'était mieux même qu'est-ce que tu pensais? J'avais pas d'attente. Je te dirais, l'anxiété, ça fait en sorte que tu veux tout contrôler. Fait que moi, je me suis dit, OK, on va tester ça. Je dirais qu'en partant, je ne prévois rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un aller simple pour aller au Portugal. J'avais prévu rester là 3 mois, mais c'était pas, il n'y avait rien de coulé dans le béton. Puis ça m'a amené à des endroits que j'aurais pas pensé aller. J'aurais pas pensé aller en Indonésie, en Asie. C'était pas des endroits qui m'intéressaient. Puis finalement, c'est là que j'ai passé le plus de temps. Puis ça a mis vraiment à l'épreuve mon anxiété parce que je planifiais pas rien. Ouais. Oui, je planifiais les endroits où j'allais habiter et tout, là, puis mes transports et tout. Mais les pays, là, comme il y a des fois que j'étais comme, je m'en vais le mois prochain, puis je regardais la map. Ouais. OK, tout simplement, OK. Puis ça t'a pas fait paniquer? Est-ce que ton anxiété, est-ce que tu redoutais ça, peut-être? Et finalement, ça s'est pas passé? Oui, non. Mon anxiété, elle était très présente. Je t'avoue, mais c'était vraiment un très, très, très bon test. Puis c'est surtout aussi, même si je m'étais séparée d'une longue relation, j'avais déménagé chez ma mère, j'ai mon chien. Donc, ça fait des années que je suis pas toute seule. Puis, admettons que je suis toute seule, mais j'ai quand même la présence de mon chien que je dois prendre soin. Puis là, c'est de me ramasser de l'autre côté du continent que j'avais jamais fait. J'ai juste été en Amérique du Sud. Puis là, j'étais de l'autre côté du continent, puis j'étais comme, OK, là, j'ai juste moi-même, là. J'ai moi, ma seule présence à gérer, et je ne suis pas confortable. J'étais pas confortable en ma propre présence. C'est vraiment un sentiment bizarre. Genre, je me gossais. Okay. Je me gossais, puis j'étais pas capable de me dire que c'était correct, puis c'était quasiment une bataille entre moi et moi de me dire, OK, là, t'as juste toi à t'occuper, maintenant, aime-toi, puis endure-toi. Puis t'es venu à bout de toi, finalement? Oui. Oui, je suis venue à bout de moi. Ça a pris un temps. Parce que des fois, dans mes voyages, j'étais pas toute seule. Après ça, je retombais seule. Puis là, comme ça a été des montagnes russes. Voyager comme ça, là, puis de vivre dans ces valises, puis de rencontrer des gens, c'est vraiment une vie de montagne russe. Mais je te dirais vraiment que je me suis jamais sentie autant vivante que la dernière année. OK. Et tu recommanderais à plusieurs personnes, j'imagine? Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux gens? Est-ce que tu as appris des choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire avant de décider de faire le tour du monde, puis en solo surtout? C'est sûr que ce que je pourrais conseiller, mettons, puis c'est un conseil bien plate, mais c'est de planifier monétairement. C'est de se faire un budget parce que tu sais pas les imprévus qu'il peut y avoir pendant que tu es en voyage. Si tu tombes malade, tu regardes tes assurances avant de partir. C'est vraiment de bien planifier ton départ. Par la suite, c'est juste d'y aller avec ton intuition. Et écoute ton intuition. Ça peut pas t'amener à quelque part de mauvais. C'est ce que j'ai fait, puis mais rien n'arrivait de grave. Tu sais, c'est une femme qui voyage seule dans des pays. Tu prends tes précautions. Je sortais pas le soir quand j'étais toute seule. Tu sais, je faisais pas exprès près non plus. Fait que en tant que femme, c'est de savoir quoi faire puis quoi ne pas faire. Pratico-pratique, juste pour donner une idée aux gens, peut-être les gens se disent, t'es multimillionnaire, tu peux te permettre, mais tu nous disais non, là, tantôt. Mais comment tu fais parce que, tu sais, tu dois pas vivre dans les hôtels, puis tu dois trouver, en même temps, il faut que tu aies un endroit sécure, là. Comment tu fais pour te loger, te nourrir, tout ça? Oui, dans le fond, avant de partir, j'avais déjà établi une clientèle en gestion de réseaux sociaux. Donc, j'avais mis de l'argent de côté. Puis, quand je suis partie, là, il me restait une paye ou deux à recevoir du 911. Donc, j'ai mis ça de côté aussi. Fait que j'avais un coussin quand je suis partie. C'est sûr qu'il y a des mois pendant que je suis partie que là, à un moment donné, j'avais plus de clients parce que c'est à contrat. Puis là, les contrats se terminaient. Puis les gens, dans la nouvelle année, en 2024, les gens n'avaient pas d'argent. Fait que c'était comme, on va te recontacter quand on va avoir de l'argent. Mais là, c'était comme tout arrivé en même temps. Puis là, j'avais plus de clients pantoute. Puis ça a pris au moins 2 mois avant que j'en aille. Là, mon coussin m'a servi.
Mais sinon, j'ai vécu de ma gestion de réseaux sociaux pendant tout le temps. Mais techniquement, tu habitais dans des appartements, tu habitais dans des endroits? Oui, dans des Airbnb. OK. Où ça te donne justement l'occasion de peut-être de faire la nourriture, tout ça, c'est moins coûteux que d'être à l'hôtel. Hein? Exact, puis ça calmait mon anxiété aussi, parce que c'est bien beau en Thaïlande, tout le monde dit que ça coûte pas cher, puis tu manges un pad thaï à $1 sur le coin de la rue, mais ça, tu ne verras jamais faire ça. Sauf que faut pas être malade après. Je ne dis pas qu'il y a des microbes partout, mais effectivement, il faut quand même faire attention. Des fois, les gens locaux peut-être sont habitués à la nourriture et à l'eau, mais c'est pas pour tout le monde peut-être. Non, exact. Mais tu sais, justement, on dirait que quand tu voyages, tu le sais. Tu le sais les endroits où il faut que tu ailles, les endroits où il faut... Il y en a qui prennent des... qui prennent des... des gros guesses, je sais pas comment dire en français, là. Mais il y en a qui s'en foutent puis qui... Ils prennent des chances, hein? Ils vont prendre une chance, oui, puis c'est ça. C'est ça, ils prennent des chances puis ils s'en foutent, en fait, puis ils tombent pas malades non plus, mais c'est juste que c'est de jouer avec le feu pour moi. Fait que c'est sûr que de faire ma propre nourriture, ça calme mon anxiété puis ça me permet d'au moins voyager parce que, justement, me connaissant, mon anxiété ne va pas partir demain matin. Fait que c'est de prendre les précautions pour gérer mon anxiété pour pas qu'elle me gère. Aurais-tu pu faire ça à 20 ans, Jean? Là, on disait tantôt que tu es dans la jeune trentaine. Est-ce que tu penses que l'expérience a fait que tu es peut-être plus capable de gérer tout ça puis de fonctionner dans ce mode de vie-là? 100%. Mais si je pense à la Marie-Ève dans la vingtaine, elle n'aurait pas pu faire ça. Elle était tellement perdue. Elle se définissait par son anxiété, elle se définissait par son hémétophobie. C'était vraiment pas la même personne, je te dirais. Quand je repense, c'est une très bonne question, je repense à ça, puis je suis très honnête, j'aurais pas pu faire ça. Oui, beaucoup n'ont pas le courage de faire ça. Tu l'as. Est-ce que psychologiquement, tu trouves que tu as évolué? Qu'est-ce qui a été peut-être le côté de toi qui a le plus évolué dans cette... c'est pas fini, là. Tu repars, tu reviens de temps en temps, faire un peu un pied à terre pendant quelques temps avec ta famille ou tes amis, mais tu repars ensuite à travers le monde. Mais qu'est-ce qui a le plus évolué, disons, de ton côté? Est-ce que c'est le côté psychologique ou... Oui, je t'avoue que c'est... Quand on voyage, on dirait qu'on met une grosse loupe sur notre mental, notre mindset, notre mental, notre façon de penser, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions. C'est comme s'il y avait une grosse loupe. Ça permet de trouver des parties de nous-mêmes qu'on croyait pas qui existaient. Ça nous permet de mieux nous comprendre. Puis moi, je t'avouerais qu'à date, là, ce que j'ai le plus appris, c'est de me défaire du contrôle. J'essayais de tout contrôler autour de moi à cause de mon anxiété. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui est hors de notre contrôle, mais moi, à cause de l'anxiété, j'essayais juste de contrôler. Puis pourtant, je pensais pas que j'étais une control freak, là. Pas du tout. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'effectivement, j'essayais de contrôler tout autour de moi. Puis de voyager comme ça, tu sais, je veux dire, j'ai déjà manqué mon vol ou mon vol a changé dernière minute, puis là, j'arrivais pas à rejoindre la compagnie. Fait que là, j'étais hyper anxieuse parce que j'étais comme, OK, c'est parce que mon vol est dans 8 heures, puis je sais pas ce qui se passe. Un Airbnb que c'était... Mon système nerveux, là, il était en alerte pendant un mois de temps dans ce Airbnb-là. Tu sais, comme, il y a toutes des petites choses comme ça que c'est comme, OK, je suis dans un pays étranger, j'ai la chance, mettons, c'est l'hiver, là, au Québec. Moi, j'ai la chance d'être à Bali. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est hors de mon contrôle. Ouais. Mais ça, c'est un gros travail que j'ai dû faire sur moi-même dans cette année-là. En terminant, Marie-Ève, déjà, est-ce qu'il y a une façon de suivre tes péripéties? Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens comme information? Ben oui, je suis vraiment présente sur Instagram, étant donné que je gère les réseaux sociaux d'Instagram. Les gens peuvent me suivre à Marie-Ève, M-A-R-Y-E-V-E, dans un seul mot, social media en anglais. Parfait, on va te suivre, puis en espérant que tu continues ton périple avec autant de joie et d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis bonne continuation autour du monde. Ben merci pour l'invitation. Pas de problème, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Alors, Pierre Laporte, bonjour. Salut, Yvan. Tu as une question aujourd'hui. À quel âge devient-on vraiment adulte? Oui, c'est une bonne question, non? Il y en a qui ne deviennent peut-être jamais. On en connaît, on ne donnera pas de nom. Il y en a pour qui ça prend plus de temps. Ouais, d'autres, c'est le contraire, ça va plus vite. Et ça change même selon les pays, selon les cultures même, je te dirais. Oui, c'est vrai. Alors oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « À quel âge devient-on vraiment adulte? » Et j'ai pris ça sur le site slate.fr. Et c'est écrit par un monsieur du nom de Thomas Messias, qui est enseignant en mathématiques dans un lycée de Roubaix, en France. Je prononce Messias, c'est peut-être Messia, mais il y a un S à la fin. Alors, je veux dire Messias. Si je vous écoute, on s'en exclut. Oui, c'est exactement, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors, on est très écoutés. Hein, oui. Ah, partout. Ça dépasse les frontières. Oui. Alors, ce monsieur nous dit une seule certitude, ce n'est pas à 18 ans. Il nous dit à plus d'un titre, nous devenons adultes bien plus tardivement que nos parents. Il nous dit quand vous étiez enfant, vous aviez l'impression que les personnes majeures de votre entourage maîtrisaient pleinement leur existence, comme si elles avaient lu tout le mode d'emploi. Mais vous voilà officiellement adulte et malgré les années d'expérience, vous avez toujours l'impression d'être un ou une ado en totale roue libre, tentant de cacher à chaque instant votre manque de contrôle et votre sentiment d'imposture. Mais pas de panique, ce sentiment est universel. Dans New Scientist, l'autrice et psychothérapeute Moya Sarner, la trentaine bien avancée, dresse le même constat avant de se poser la question « À quel âge devient-on adulte, en fait ?» Une vaste interrogation à laquelle elle a consacré tout un livre qui s'intitule en anglais « When I Grow Up », que l'on pourrait traduire par « Quand je grandis ». D'abord, nous dit M. Messias, il y a quelques constatations. Au Royaume-Uni, en 60 ans, l'âge de la première accession à la propriété a augmenté de 7 années. Dans le même temps, aux États-Unis, l'âge moyen du premier mariage a grimpé de 8 années. Et du côté de l'Australie, le pourcentage de femmes ayant leur premier enfant après 30 ans a plus que doublé entre 1991 et 2019. J'ai une hypothèse. Je ne sais pas si tu en parles plus. Peut-être que je te devance. Là. Ben, tu me devances toujours. De toute façon. Serait-ce parce que le monde sait qu'ils vivent plus longtemps? Tu sais, autrefois, il y a comme un sentiment d'urgence. J'imagine, oui. Tu sais, les gens vivaient moins vieux. Fait que j'ai l'impression que le monde voulait rapidement arriver dans l'âge adulte. Moi aussi, je pense ça. C'est une hypothèse. Oui, ça se peut. Tu devrais écrire un livre. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'on en parle là-bas. C'est vrai. Je ne voulais pas t'enlever ton punch. Je continue. Monsieur Messias nous dit « C'est comme si, pour des raisons d'évolution des mœurs, de bouleversements sociétaux et de soubresauts économiques, nous accédions de manière plus tardive à ce qui semble constituer la panoplie de l'adulte lambda, c'est-à-dire une baraque des enfants et la bague au doigt. De ce point de vue, nous devenons adultes bien plus tardivement, mais cela ne résulterait-il pas également de notre envie de prolonger les années d'insouciance ou d'adolescence, ces deux mots n'étant pas toujours synonymes? Officiellement, dans une majorité de pays, est considérée comme adulte toute personne âgée de plus de 18 ans. Mais les spécialistes remettent cet âge en question, comme l'experte en neurosciences, Mme Sarah Jane Blackmore de l'Université de Cambridge en Angleterre. Étude à l'appui, celle-ci affirme que, et je cite, « l'idée selon laquelle le cerveau est arrivé à maturation à 18 ans n'est pas vraie. Le cerveau n'est pas un morceau de tissu uniforme. Il est constitué de différentes régions, chacune se développant à une vitesse différente. Les cerveaux de personnes différentes mûrissent à des âges différents. » Fixer l'âge adulte de façon péremptoire semble donc impossible et inefficace. Chez beaucoup d'entre nous, le cortex préfrontal, relié à nos prises de décision, à notre compréhension des autres et à notre rapport au risque, continue de se développer au cours de la vingtaine. Notre architecture neuronale, elle, peut se déployer jusqu'au début de la trentaine et est donc loin d'atteindre son niveau optimal à 18 ans.
De son côté, le psychologue et comportementaliste M. Jeffrey Arnett, basé dans le Massachusetts, mène depuis 3 décennies de vastes études en interrogeant de nombreuses personnes représentatives de la population américaine sur leur façon de concevoir et de ressentir l'âge adulte. Ses conclusions sont les suivantes. La plupart des individus majeurs commencent à se sentir adultes entre 18 et 29 ans. Alors, je m'arrête ici et on va continuer un petit peu plus tard. Oui, un peu plus tard, le même sujet, l'espresso allongé. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin apporte sa chronique sur le sujet de la neuromodulation. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec la question « À quel âge devient-on vraiment adulte? » Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec bonheur que je reçois à nouveau Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes une chronique. Le titre est un peu long, mais vous allez nous suivre, puis ça semble intéressant. La neuromodulation, quand faire passer le courant permet de retrouver un peu de lumière. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est la neuromodulation. Ah oui, ou la lumière après. Ou la lumière. Du tunnel. La lumière, c'est toujours bienvenu. Tout le monde cherche la lumière. Donc, En fait, pour simplifier, la neuromodulation, c'est un traitement qui est arrivé un petit peu depuis les années 90 et qui suscite beaucoup d'intérêt dans le monde médical parce qu'il a permis quand même d'obtenir des résultats positifs pour certaines maladies psychiatriques et plus particulièrement pour ce qu'on appelle la dépression réfractaire. C'est-à-dire que il y a des conditions pour définir la dépression réfractaire, mais pour ne pas être trop dans le scientifique ici, on va dire qu'il faut avoir eu minimum, et si pas plus, 2 traitements différents de la dépression sévère, avec des médications différentes, psychothérapie, suivi médical, etc. Donc vraiment avoir essayé beaucoup de choses et avoir un handicap avec cette dépression. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pu travailler pendant X temps, vous avez recommencé à travailler, mais ça recontinue, ça vous donne pas toutes les compétences que vous avez et ça vous empêche donc d'atteindre d'être la personne que vous êtes, dans le fond. Pour ce qui est de la dépression profonde, on dit vite, envie de rien, aucun plaisir dans la vie, sommeil, pas de concentration, fatigue, cerveau en panne, etc. Donc ça, on va maintenant aller tout de suite dans l'explication du concept, c'est que on va stimuler le cerveau de manière magnétique. Alors, qui fait ça? Pas n'importe qui, évidemment. Il faut avoir eu une prescription auprès d'un psychiatre, d'avoir passé toutes les étapes. Il y a des tests, il y a des diagnostics, il y a énormément de choses à passer avant d'y arriver. Et pendant l'opération où a lieu la stimulation transcrânienne, les psychiatres sont disponibles, mais ce sont les infirmières cliniques qui vont, manipuler l'appareil. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer et en quoi ça consiste en fait? C'est simple. Ce sont des séances, 20 séances en tout, un cycle. Et ça dure environ de 20 à 45 minutes. Souvent, ça peut être 2 courtes séances. Tout ça dépend du protocole et de la maladie et de ce que décide le psychiatre. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On vous fait asseoir, vous êtes tranquille dans un fauteuil, vous êtes réveillé, il n'y a pas d'anesthésie, c'est fantastique. Et vous êtes dans un fauteuil bien confortable. Vous allez peut-être ressentir des petites secousses dans la main, mais ce n'est pas douloureux.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous met une bobine sur la tête, une bobine qui va, à travers le cuir chevelu, vous donner des impulsions électriques. Les impulsions électriques vont stimuler des zones visées dans le cerveau et à ce moment-là, évidemment, c'est bien connu, on va essayer d'activer les neurones et les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. D'accord? C'est vraiment pour viser ça quand on parle ici de dépression sévère ou dépression réfractaire. Je parle de ce cas-là parce que d'autres maladies psychiatriques, ça pourrait être une autre fois. Donc, il faut savoir que ce traitement donc, sans douleur peut quand même avoir des effets négatifs. On va d'abord dire le positif, ok? D'accord? Le positif, c'est qu'il est sécuritaire, qu'il n'y a pas d'anesthésie, qu'il est homologué par Santé Canada depuis 2002, donc ça fait quand même pas mal de temps, et que vous pouvez très bien faire une séance, aller travailler, prendre votre voiture, revenir pour la deuxième séance de la journée, si vous en avez 2 dans la journée. Donc, vous pouvez garder une vie active à côté et vous êtes suivi par un psychiatre pendant tout le processus, d'accord? Il pourrait aussi décider, le psychiatre, comme pour une sécurité, une assiette, pour sécuriser un petit peu votre bien-être, de vous donner des antidépresseurs à la fin du traitement, pour pas vous laisser avoir cette stimulation et puis plus rien après. Parce que l'effet du traitement se voit à mi-traitement. Donc normalement, au bout de 20 séances, la 10e, vous devez déjà avoir senti une différence dans votre quotidien. C'est quand même assez rapide quand on sait que des antidépresseurs, il faut compter minimalement 3 semaines. Et puis là, on peut aussi commencer à augmenter les doses, etc. Donc, c'est un processus qui n'est pas le même. OK? Bon, maintenant, on va parler des petits effets négatifs. Oui. Alors, les effets secondaires principaux qui ne sont pas catastrophiques, on s'entend, et qui arrivent plus souvent, ce sont des maux de tête, une sensibilité au niveau de l'endroit où on a placé la bobine. C'est sûr, sur le cuir chevelu, ça peut chauffer. Il peut y avoir une impression, donc on a posé quelque chose dessus et que ça persiste. Et peut-être une fatigue aussi, suite à cette stimulation transcrânienne, c'est quand même pas rien. Bon, rarement, je vais le dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça peut déclencher des crises d'épilepsie. Ça peut vous donner des pics émotionnels, donc déclencher un pic de manie, comme on disait dans le temps, et puis des downs, surtout auprès des gens qui ont déjà une bipolarité, d'accord? Donc là, il faut faire attention, mais vous avez le suivi psychiatrique, et dans un cas où ça a été mal fait, désolé de le dire, une perte auditive si l'appareil était mal placé, qu'il était placé trop près de l'oreille. Donc bon, il faut être sûr d'aller faire ça dans des hôpitaux, évidemment, recommandés, qui sont spécialisés dans ce traitement. On ne va pas n'importe où. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... C'est normal qu'il y ait souvent des effets parce qu'il faut qu'on avertisse les gens. Ça peut arriver, c'est certain. Et les patients sont avertis de tout ça. C'est un processus assez long. Donc, ils sont, entre guillemets, formés. Ils doivent être éduqués. Et c'est quand même une méthode relativement récente. 2002, c'est pas hier, mais en même homologué 2002, même si... Oui, c'est vrai, tout à fait. Récent, oui. Quand on pense à ça, on pense au choc électrique de l'avant-guerre ou de l'après-guerre. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ces méthodes assez barbares, on peut dire comme c'était. Il y a souvent eu des mauvaises presses et tout ça. Oui, ou les lobotomies aussi, ça fait un petit peu apprenti sorcier, médecin, apprenti sorcier. On n'est pas dans la même... On n'est pas dans la même école ni les mêmes hôpitaux. Alors, les contre-indications, c'est très peu, mais ça arrive que des gens aussi, ils ont des éléments de métal, donc ils ont un implant cochléaire ou un clip d'anévrisme, des éléments métalliques, évidemment, dans le cerveau, c'est non, d'accord? Ça, c'est pas possible. Alors maintenant, ce que je voulais dire, si ça intéresse certaines personnes, il faut savoir que il faut d'abord obtenir une référence, aller chez votre médecin généraliste. Lui, il va voir si oui ou non c'est du domaine, si vous correspondez d'abord aux critères. Ouais. Ce sont des critères quand même très très nombreux et qui sont vus et revus par le médecin généraliste et par le psychiatre quand vous avez des entretiens, etc. Donc vraiment, tout le monde ne peut pas y aller là juste
parce qu'il a fait une dépression, il veut comme un kick. C'est peut-être sans doute aussi. J'exagère un petit peu, mais c'est pas un kick qu'on va avoir comme ça. C'est vraiment quelque chose de sérieux pour des gens qui ont des maladies réfractaires aux traitements médicamenteux et aux entretiens en psychiatrie et à la psychothérapie. C'est peut-être un essai après avoir essayé plusieurs choses. C'est-à-dire, comme il y a vraiment bonne presse dans les études scientifiques, c'est vraiment un espoir pour des gens qui, au bout de X années de thérapie, au bout de X traitements médicamenteux et hospitalisation en psychiatrie aussi. Donc, il faut aussi avoir tous ces éléments-là pour pouvoir demander. C'est un espoir. C'est pas qu'ils vont arrêter un traitement médicamenteux, qu'ils vont arrêter la psychothérapie, mais c'est de savoir que ça peut exister, que ça peut les aider et peut-être c'est ce qui va fonctionner pour eux. Donc, il faut aller voir son médecin traitant et là, il va recueillir le dossier dans son entièreté. Comme j'ai dit, hospitalisation, les thérapies, tous les médicaments que vous avez pris, c'est vraiment quelque chose comme si on vous montait un dossier total de votre parcours médical en santé mentale. Donc vraiment, c'est important. Tout ça, pourquoi? Pour bien ajuster pour les psychiatres, parce que le psychiatre va pas... Les sciences ne sont pas identiques pour chaque personne et pour chaque maladie encore moins. As-tu pu trouver dans tes recherches le nombre de gens qui avaient recours ou en tout cas un pourcentage, peu importe, est-ce que tu as des chiffres? Alors, je n'ai pas de chiffres comme tel, mais j'ai vu quand même que dans les études scientifiques, ils montraient quand même que ça avait plus d'impact pour les gens qui étaient à dépression réfractaire et tout ce que j'ai expliqué en début d'entrevue, plus efficace qu'une simulation de type placebo et d'essais multiples d'antidépresseurs. Donc, c'est quand même une énorme porte qui s'ouvre à tout l'arsenal qui existe déjà. C'est-à-dire, on sait tout ce qui existe. On en parle souvent, la dépression. Il y a eu beaucoup de chroniques là-dessus, il y a beaucoup d'invités. Mais est-ce qu'on va enfin ouvrir peut-être une porte qui va pouvoir aider les personnes? Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais la porte est ouverte uniquement, en effet, pour X personnes. Oui, j'avais quand même quelques chiffres, excuse-moi, ça me revient en tête. Je sais, par exemple, que c'est très petit, c'est par hôpitaux, les chiffres. Donc, par exemple, dans un hôpital en Montérégie, pour une année, je crois que j'avais vu 18 personnes. C'est pas beaucoup, ciblé, pour toute une région. Quand même. Mais... alors, je pourrais revenir une autre fois ou le mettre sur le site. On voit que c'est très, très ciblé. C'est vraiment pas beaucoup de personnes à l'échelle du Québec ou de la population. C'est vrai que ça m'avait étonné, ces chiffres-là, je dois dire. Je pensais qu'il y avait quand même plus de personnes. Mais je crois que c'est parce que l'entrée est tellement... c'est comme un siphon un petit peu. Ouais. C'est tellement étroit. Il y a tellement de conditions. Oui, il y a tellement de conditions parce qu'on ne veut pas faire ça pour rien. Ouais. Et on ne veut pas donner de faux espoirs non plus. Mais donc, quand on sait aussi jusqu'à ce jour, il y a des gens qui nous disent jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'effets secondaires sur la médication en santé mentale, puis il y a beaucoup d'essais-erreurs. Quand on pense à ça, on se dit, est-ce qu'il y a peut-être une autre solution quand ça n'a pas fonctionné bien? Il y a peut-être une autre solution, mais il faut vraiment que la personne ait tout fait. Ouais. C'est-à-dire aussi bien X traitement, la thérapie, le psychiatre, quel est fait l'arsenal complet dont on dispose. Et elle aura peut-être une chance d'y arriver si le psychiatre estime que donc, ces examens révèlent que oui, c'est un bon candidat, entre guillemets. Moi, je ne me permettrai pas de dire qui ou pas sont des bons candidats malgré la liste de critères. Je crois qu'on voit quand même que, surtout aux États-Unis, depuis les années 90, ça a été utilisé. J'envoie les gens aussi aller voir ce qui existe là-dessus sur la clinique, la fameuse clinique Mayo. Et sur McGill offre ça et en Montérégie. En fait, plusieurs hôpitaux en région aussi offrent ça. C'est pas uniquement à Montréal. Donc, renseignez-vous si vous voyez que ça vous intéresse ou ça pourrait correspondre à votre cas ou si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et on va indiquer certaines coordonnées, justement. Oui, certaines références, en fait, que tu nous as. Puis je vais rappeler le nom au long de ta chronique, là, la neuromodulation. Quand faire passer le courant permet de retrouver un peu de lumière. On comprend mieux ce que c'est, la neuromodulation. Merci de nous l'avoir expliqué, Catherine, et à la prochaine chronique. À la prochaine. Au revoir. Salut. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous syntonisez actuellement
Folie douce. On poursuit avec la question proposée aujourd'hui par toi, Pierre. À quel âge devient-on vraiment adulte? On en apprend des choses, effectivement. On voit que ça varie beaucoup. Selon les époques, même, je dirais, et, selon les cultures. Alors, j'ai pris mon idée d'un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle ainsi, qui s'intitule ainsi « À quel âge devient-on vraiment adulte? » C'est sur le site slate.fr, écrit par un monsieur du nom de Thomas Messias. Alors, ce monsieur Messias nous dit que un travail mené en Chine avec une dame du nom de, là, pardonne mon chinois, une dame du nom de Wan Zong, et portant uniquement sur des travailleuses chinoises âgées de moins de 30 ans, a permis d'établir que si la définition de ce qu'est l'âge adulte n'est pas la même partout, c'est bien vers la fin de la vingtaine et certainement pas avant que les populations étudiées commencent à se sentir réellement adultes. Aux États-Unis, les personnes interrogées estiment que l'âge adulte est représenté par ces 3 catégories. L'aptitude à s'occuper de soi, la capacité à prendre ses propres décisions et l'indépendance financière. Du côté de la Chine, les 3 piliers sont le fait de savoir prendre soin de ses parents, être en mesure de pouvoir mener une carrière professionnelle à long terme et s'occuper convenablement de ses enfants. Ces différences culturelles confirment que l'âge adulte n'est vraiment pas définissable à l'aide d'un simple nombre. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et comme tu le mentionnais tantôt, il y a beaucoup de facteurs aussi. Tu sais, le fait, par exemple, d'avoir le premier enfant plus tard, d'avoir, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie qui nous font sentir adultes. Oui, exactement. Oui. Alors, on peut aussi voir le verre à moitié vide et considérer que l'âge adulte est atteint lorsque notre cerveau commence à décliner. Cela survient avant l'âge de 40 ans, si l'on en croit John Simmons, spécialiste des neurosciences à l'Université de Cambridge. De ce point de vue aussi, nous deviendrions de véritables adultes autour de la trentaine et certainement pas à 18 ans. Et si nos parents semblaient gérer aussi bien lorsqu'ils avaient 25 ou 30 ans, c'est sans doute parce qu'ils faisaient très bien semblant ou que notre regard d'enfant n'était pas assez affûté pour les démasquer. Oui, parce que peut-être eux-mêmes se sentaient pas tout à fait adultes, entre guillemets. Oui, oui. Alors, selon un autre article maintenant qui s'appelle « À quel âge devient-on vraiment adulte ?» que j'ai pris sur le site westfrance.fr. Alors, on nous dit 16, 18 ou 21 ans. L'âge de la majorité électorale et civile n'est pas la même d'un pays à l'autre. Selon des études scientifiques, on ne serait vraiment adulte qu'à 25 ans. Un résultat partagé par certains psychologues qui ont constaté l'apparition d'un nouvel âge, celui de l'adulte émergent, soit de 18 à 30 ans. Comme quoi, on invente toujours des nouveaux termes. Un peu comme le pré-adulte. Si tu veux. Pré-ado, ou le pré-adulte, oui, exactement. On est beaucoup dans les pré. Ouais. Ouais. Alors, aux États-Unis, on nous dit un jeune de 16 ans peut passer son permis de conduire. À 18 ans, il peut s'engager dans l'armée et voter, et à 21 ans, acheter de l'alcool. En France, l'âge de la majorité électorale et civile a été abaissé de 21 à 18 ans par Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Mais on est majeur à 14 ans en Albanie, à 20 ans au Japon, à 21 ans en Égypte, etc. Pas facile pour les administrations de déterminer l'âge adulte, de décider quand les individus sont capables d'endosser des responsabilités et de prendre des décisions rationnelles. Longtemps, les neurologues ont considéré que le cerveau était complètement développé à l'adolescence, mais plusieurs études de ces 10 dernières années confirment qu'à 18 ans, notre cerveau n'a pas fini sa croissance. Le système limbique où naissent les émotions explose à la puberté alors que le cortex préfrontal qui gère ces émotions continue de se développer pendant encore 10 ans. Il est donc assez logique de penser que jusqu'à une vingtaine d'années, les émotions l'emportent sur la rationalité, le système limbique étant pleinement actif et le cortex toujours en construction. En bref, une personne de 20 ans n'est pas tout à fait capable de faire des choix pleinement rationnels si on s'en tient à son développement neurologique.
Ces nouvelles données sur le développement du cerveau humain confirment l'hypothèse posée par des psychologues qui ont déterminé un nouveau stade d'âge après 18 ans. Ainsi, de 12 à 14 ans, les jeunes sont dans la préadolescence, de 15 à 18 ans, dans la middle adolescence, et de 18 à 25 ans, ils sont dans la late adolescence. Wow. Des termes anglais. Jusqu'à 25 ans. Oui. Alors, l'idée que subitement, à 18 ans, vous êtes un adulte n'avait tout simplement pas de sens, explique la psychologue pour enfants londonienne Laverne Antrobus, interviewée par la BBC. Elle nous dit « Mon expérience des jeunes montre que certains ont encore besoin d'une quantité considérable de soutien et d'aide au-delà de cet âge. D'autres spécialistes prolongent même la late adolescence jusqu'à 29 ans, comme M. Jeffrey Jason Arnett, qu'on avait mentionné dans l'autre article, qui a inventé le terme « âge adulte émergent ». On en a parlé tantôt. Il explique ainsi que ces cas d'adultes émergents sont apparus avec l'allongement de la durée des études, le concubinage et la contraception qui ont retardé le mariage, les opportunités de carrière faites aux femmes qui repoussent la naissance d'un premier enfant, et etc. Alors, je m'arrête ici, Yvan. Oui, c'est intéressant ce sujet, vraiment. Ouais. À quel âge devient-on vraiment adulte? Merci, Pierre. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci Pierre, comme à chaque semaine, pour ton travail en régie. Ben, bienvenue, mon cher ami. Et merci aussi pour ton espresso et espresso allongé où tu nous as apporté la question « À quel âge devient-on vraiment adulte? » Ouais. On a appris beaucoup de choses. Oui. Ça m'a étonné même que ça va si loin. Oui, c'est ça. On peut en discuter très longtemps, je pense. C'est un sujet pas mal passionnant. Notre invité en début d'émission, Marie-Ève Bolduc-Robitaille, nous a parlé de son expérience de vie autour du monde. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a proposé la neuromodulation. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.